Le PNDS place à une nouvelle boussole pour le développement du Burkina Faso. Le RND est en élaboration depuis un an. Le document du nouveau référentiel national de développement a été soumis pour approbation aux différentes entités de la nation. Les assises nationales sur le RND se sont ouvertes ce mardi sous l'égide du chef du gouvernement. Il semait la terreur dans les quartiers Saint-Pici et Bonham de Ouagadougou. 3 délinquants spécialisés dans des vols à main armée à domicile sont désormais dans les mailles de la police au grand bonheur des victimes. Coup de tonnerre au Mali, Assimi Goïta, chef de la junte devenu vice-président de la transition, met fin aux prérogatives du président et de son premier ministre arrêté plus tôt hier, puis conduit dans un camp, un coup d'État dans un coup d'État condamné à l'international. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Que se passe-t-il au Mali? Les militaires à l'origine du dernier putsch ont refait surface. Et ce qui est qualifié de coup de force est en passe de devenir un coup d'État. Le président et le premier ministre ont été arrêtés hier par le vice-président, précédemment chef de la junte Assimi Goïta, dénonce des dérives opérées par les 2 chefs de l'exécutif. Son porte-parole a pris la parole en fin de matinée ce mardi. Et visiblement, c'est l'éviction de leurs proches du gouvernement qui passe mal. Tout est parti d'un remaniement ministériel opéré par le président de la transition et son premier ministre, tous des civils. À la publication de la liste, 2 figures emblématiques du putsch qui a conduit à cette transition ont été éjectées. Le colonel Sadio Kamara et Modibo Kone, respectivement ministres de la Défense et de la Sécurité, sont remplacés par des généraux jugés éloignés des hommes à la base. Quelques heures plus tard, le président et son premier ministre sont arrêtés à leur domicile puis conduits au camp de Kati, au fief de la junte militaire. C'était l'incertitude tout au long de la journée du lundi. Il a fallu attendre ce mardi, en fin de matinée, pour qu'un conseiller spécial de Assimi Goïta, chef de la junte devenu vice-président de la transition, éclaire l'opinion publique sur les raisons de ce mouvement. Nonobstant les interpellations et négociations diverses engagées par le vice-président auprès des chefs d'État de la sous-région et de certaines chancelleries présentes au Mali, en vue d'amener le président de la transition et le premier ministre à respecter les prescriptions de la charte de transition, ceux-ci sont malheureusement restés persistants dans leur posture. Ainsi, de par le serment prêté, en même temps que le président de la transition est tenu par l'engagement patriotique pris devant le peuple malien ainsi que devant les forces de défense et de sécurité, le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son premier ministre ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. Des désaccords entre les civils et les militaires donc pour expliquer ce coup de force. À cela s'ajoute la situation de la fronde sociale. Depuis lundi, une grève générale largement suivie dans les grandes villes secoue le pays. Le gouvernement dirigé par M. Mokhtar Ouane s'est montré incapable de constituer un interlocuteur fiable, susceptible de mobiliser la confiance des partenaires sociaux. Cet état de fait constitue une véritable asphyxie pour l'économie malienne et partant la garantie d'une instabilité aux conséquences incommensurables. Et les récriminations contre le gouvernement s'enchaînent. Les militaires accusent le président Bandao et son premier ministre Mokhtar Ouane d'avoir violé la charte de la transition et de saboter le processus. Le premier ministre, nouvellement reconduit, a établi une liste en accord avec le président de la transition, sans aucune concertation avec le vice-président en charge des prérogatives à lui conférées par la charte, à savoir la défense et la sécurité. Une telle démarche témoigne d'une volonté manifeste du président de la transition et du premier ministre
d'aller vers une violation de la charte de transition. Les deux chefs de l'exécutif sont certes démis de leurs fonctions, mais précisent à ceux proches de Assimi Goïta, le processus entamé suivra son cours normal. Les élections prévues se tiendront à bonne date en 2022. Un coup de force condamné par une grande partie de la communauté internationale. L'Union africaine exige la libération des autorités arrêtées et appelle au dialogue. La France, elle, condamne un coup d'État dans un coup d'État inacceptable. Et au titre des réactions à l'étranger, il y a bien celle de la CEDEAO. Son médiateur, Goodluck Jonathan, s'est rendu à Bamako ce mardi. Et pour l'instant, rien de formel n'a été dit à propos de ce coup de force. Mais selon nos sources, une rencontre entre Goodluck Jonathan et le vice-président Assimi Goïta vient d'être annulée à la dernière minute par Assimi Goïta lui-même. La délégation de la CEDEAO a donc fait demi-tour à son hôtel. Visiblement, le médiateur de la CEDEAO n'est pas le bienvenu à Bamako. Retour au Burkina Faso, et c'est tout en politique que nous poursuivons ce journal. Et direction le Zuluego, où l'ex-parti au pouvoir a enregistré une vague de démissions. Ce sont au total 93 militants, dont des responsables qui ont claqué la porte du CDP. Plus d'un mois après ces démissions, le Congrès pour la démocratie et le progrès tente de se réorganiser. Eh bien, ce week-end, le premier vice-président du parti, Achille Tapsoba, a installé officiellement la section provinciale. Et c'est Erika Konditamde qui en est le nouveau secrétaire général. Justin Amonto. Pour le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, les séries de démissions survenues récemment dans le Zuluego relèvent désormais du passé. Le CDP dispose désormais de nouveaux membres du bureau, de la session et de sous-session au complet. Le défi majeur au Zuluego, c'est bien sûr et avant tout l'implantation du parti dans les communes, dans les villages, dans les secteurs de la province du Zuluego. Le second défi, cette implantation a pour objectif de renforcer les structures du parti et surtout leur donner les moyens pour donc faire le travail politique sur le terrain. Et bien sûr, le défi final et le défi majeur, c'est bien sûr la conquête du pouvoir local. Francis Konditamde est investi nouveau secrétaire général de la session provinciale du CDP Zuluego. Avec l'onction de tout le monde, du premier vice-président qui est venu nous soutenir, par l'onction du président Edi Komboego, je pense que nous sommes prêts pour relever tous les défis qui se seront devant nous. Ils sont au total 30 personnes, membres du nouveau bureau de la session et des secrétaires généraux des sous-sessions CDP installés au cours de cette cérémonie. Ces nouveaux responsables du parti se disent déterminés à défendre les couleurs du CDP dans la province. Le CDP qui suit de près l'actualité nationale, tout comme le MPAP, le mouvement pour la culture, de la paix et l'amour de la patrie, une organisation de la société civile qui était face à la presse hier. Au menu des échanges, la situation sécuritaire, la réconciliation nationale et la crise scolaire. Et sur ce dernier sujet, le mouvement réclame une rencontre entre élèves protestataires et gouvernement pour une sortie de crise. Le point de la conférence de presse avec Luc Pakbelgem. Le MEPAP, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, appelle le gouvernement à la discussion avec les élèves, même s'il condamne fermement les actes de vandalisme et d'incivisme dont ces derniers sont coupables à travers les différents mouvements de protestation. Nous avons proposé clairement que malgré que les élèves n'aient pas de discipline à travers leur association, ou bien ils aient, mais on ne trouve pas, que le gouvernement les reçoit. Juste pour les écouter, ça apaise les cœurs. Et comme le MEPAP cherche juste l'apaisement, c'est notre souhait. Et que les élèves aussi comprennent que l'indiscipline ou la violence ne peut jamais être leur solution. Parce que l'avenir qu'on dit les appartenir là, c'est si eux-mêmes ils préparent cet avenir-là dès à présent en étant disciplinés et suivant les lois de la République. La montée actuelle de l'incivisme et des violences serait liée à l'insurrection. En effet, pour le MEPAP, si l'insurrection a été salutaire, il est à déplorer des actes d'incivisme érigés en bonne conduite à l'époque. Nous avons dit que bien qu'il y a des problèmes, depuis 2011, nous avons vu qu'il y a eu au moment de l'insurrection, qui est une bonne chose,
des casses, on a brûlé l'Assemblée, on a sauté, crié, même ça sortait à la télé. Les gens étaient fiers de présenter ça. On a brûlé des domiciles publics et des domiciles privés. Et en aucun cas, en tout cas, sauf si nous nous trompons, nous n'avons pas vu d'un moment où on l'a, en tout cas, condamné, que ces actes n'étaient pas bien. Or, ces enfants que vous voyez actuellement étaient au CM2, CM1, et nous pensons que cette image de violence-là, l'enfant apprend de l'adulte. Donc, l'enfant se dit que c'est la bonne chose parce qu'il n'a jamais entendu que quiconque condamne cette violence-là. Donc, nous demandons que par vous, par bien sûr les organes de presse, les affiches, les films, on puisse reconnaître officiellement que les dérives de l'institution doivent être condamnées et que les enfants n'ont pas à ce genre de situation parce que ça n'a pas été dans les cas de la République. C'était des débordements inacceptables. Outre la crise scolaire, le MEPAP, qui se dit apolitique et laïque, fait sa lecture sur la situation sécuritaire du pays et invite le gouvernement à donner plus de moyens aux forces de défense et de sécurité. Sur le processus de réconciliation nationale engagé, le MEPAP opte pour une justice transitionnelle, même s'il admet que tous les cas ne peuvent pas être traités sous cet angle. Le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie a été créé le 29 octobre 2017 et est représenté sur l'ensemble du territoire burkinabé à travers 13 coordinations régionales. Ils s'introduisent dans vos domiciles par effraction ou par escalade. Ils vous tiennent en respect et vous dérobent de tous vos biens. Il s'agit des 3 présumés délinquants qui opéraient dans 3 quartiers de Ouagadougou à l'aide de fusils Kalachnikov et bien d'autres armes. Après avoir fait des victimes et emporté de fortes sommes d'argent, ces présumés délinquants ont été arrêtés par le commissariat de police de Boulmigou. Benjamin Kwame. Aladji, Bambino et Fulpe, le chef de gang. Ce sont là les sobriquets de ces présumés délinquants, âgés respectivement de 19, 20 et 24 ans. Ils ne sont plus désormais libres de leur mouvement. Les hommes du commissaire Youssouf Dianda ont mis la main sur eux après des enquêtes minutieuses. Ces hommes opéraient dans les quartiers Bonham, Sissin et Pissi. Pissi, justement, d'où ils sont d'ailleurs domiciliés. Dans leurs opérations et avec des armes à feu, ils s'introduisent par effraction dans les domiciles. Armés de leurs fusils Kalachnikov et d'un pistolet automatique, de couteaux et d'arrache-clous, ils tiennent en respect leurs victimes et les dépossèdent de leurs biens. Dans le quartier Pinsi, la cour de Mme Traoré Awa a été visitée le 2 février 2021 et une somme d'argent d'une valeur de 6 millions de francs CFA et un vélomoteur de marque Yamaha Force X ont été emportés. Au quartier Bonham, le domicile de M. Dia Aruna, opérateur économique, a été leur cible le 8 avril 2021, où un de ses vigiles, de nom de Nikema Yabré, a été froidement abattu par balle de Kalachnikov. Autre cible, les points de transfert d'argent. Là, ce sont de fortes sommes d'argent qui ont été emportées. Dans la zone de Sissin, le groupe a réussi à attaquer plusieurs boutiques d'Orange Money. Une importante somme d'argent a été emportée par les présumés délinquants. Le groupe va plus loin dans ses actions. Le chef des gangs est allé jusqu'à recruter plus d'une dizaine de jeunes garçons qu'il a convoyés à Kidal, au Mali, pour étoffer les rangs des groupes terroristes. Le chef de gang a réussi à recruter plus d'une dizaine de jeunes garçons qu'il a envoyés au nord Mali, précisément dans la ville de Kidal, pour livrer aux groupes armés terroristes. Pour plus de précision, en 2019, il a envoyé 5 et en 2020 également, il a envoyé 5. Le groupe a pu se procurer de la Kalachnikov, par exemple, dans la nature, suite aux événements de 2011, indique le commissaire Youssouf Dianda. Ils sont assez particuliers au regard des rapports entretenus avec des groupes terroristes du Mali. Pour ce faire, une unité spécialisée dans les enquêtes antiterroristes a été saisie pour approfondir l'enquête. En attendant, Sako Mohamed, l'une des victimes, se souvient de la nuit où il a été visité par ces derniers. C'était le 8 avril, dans la nuit du 8 avril 2021. Voilà, donc ils sont venus dans la soirée très tard, vers 1h, 2h. Voilà, donc c'est d'abord un coup de sommation qui nous a interpellés. Voilà, donc quand on est descendu pour voir ce qui s'était passé, bon, moi j'ai été en contact même avec l'un de celui qui tenait même la Kalachnikov, voilà. Mais bon, il n'a pas tiré, mais il nous a juste dit de nous cacher
de nous mettre à l'écart. Et quand on est rentré, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà touché un des vigiles, voilà, qui agonisait même déjà. Mais après leur départ, le gardien était déjà décédé. Chez moi, ils ont pris mon téléphone. Parmi les objets saisis, on peut compter également un pistolet automatique, 3 vélomoteurs, des munitions, pour ne citer que ceux-ci. Et déjà, les premières victimes repartent avec leur engin retrouvé. Ils étaient tous présents, membres du gouvernement, présidents d'institutions, partenaires techniques et financiers, acteurs étatiques, collectivités territoriales, organisations de la société civile et secteurs privés dans une même salle. À l'ordre du jour, un seul sujet, la finalisation du nouveau référentiel national de développement. Le RND qui devrait remplacer le PNDES a été soumis à l'ensemble des acteurs ce mardi. Pendant 48 heures, il sera question d'amender le projet de document avant son adoption officielle. Sandrine Zouri pour le point de l'ouverture des travaux de ces assises nationales. Après le PNDS, le Plan national du développement économique et social de 2016 à 2021 place au RND le nouveau référentiel de développement 2021-2025, un référentiel qui, selon le Premier ministre, vient consolider les acquis du gouvernement en termes de développement. C'est le document qui va encadrer l'action publique les 5 prochaines années. Il est axé sur 4 points majeurs. Le projet de RND 2021-2025 propose de structurer l'action publique autour de 4 axes stratégiques suivants. Consolider la résilience, la sécurité, la cohésion sociale et la paix. Approfondir les réformes institutionnelles et moderniser l'administration publique. Consolider le développement humain durable et la solidarité. Dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Si les politiques publiques sont bien conduites à travers ces axes, je suis convaincu que nous parviendrons à concrétiser l'objectif global fixé, qui est de rétablir la sécurité et la paix, de renforcer la résilience de la nation et de transformer en profondeur l'économie burkinabé afin de générer une croissance forte, inclusive et durable. Si le PNDS a enregistré un taux de réussite de 70%, l'opposition pense que ce fut un échec. Le chef de file de l'opposition invite le gouvernement à revoir sa politique. Pour le CFOP, le gouvernement doit recentrer sa politique sur la sécurité. Constatons que le premier programme national de développement économique et social qu'ils appellent le PNDS est un échec. Nous avons constaté ces dernières années que les gouvernements successifs ont échoué sur le plan de lutte sécuritaire. Vous ne pouvez absolument rien construire de grand dans un pays avec les bruits de bottes de militaires ou de personnes armées non identifiées qui endeuillent chaque fois votre pays. Nous interpellons le gouvernement à recentrer son activité sur la sécurité d'abord et ensuite à se projeter dans des projets de développement économique sérieux que de faire de petites réformettes, des petits goudrons à travers des cités. Et cela ne change absolument rien à la vie des Burkinabés. Le référentiel national de développement 2021-2025 a pour objectif de rétablir la sécurité, la paix et transformer de façon structurelle l'économie burkinabé pour une croissance forte et durable. C'est un acte qui se veut salutaire et patriotique. Un citoyen burkinabé qui finance entièrement la construction d'une infrastructure éducative et l'aménagement d'une piste rurale au profit de l'État. Nous sommes dans la commune de Zignaré et c'est El Hadj Boukari Ouedraogo, président directeur général de Socom Burkina, qui exprime cette solidarité. Justin Amonto nous en dit plus. Commune de Zignaré, dans le plateau central, le village de Pelentanga est en fête. Il accueille une remise officielle d'infrastructures éducatives à l'État, ainsi que l'inauguration de 7 km de pistes rurales aménagées. Un geste patriotique de Boukari Ouedraogo, président de Socom Burkina. Autorités administratives et élèves ont le sourire.
c'est véritablement un grand jour pour les populations de cette localité, de la commune de Ziaré, parce que la qualité de ces infrastructures mérite d'être relevée. Lorsque vous voyez les constructions qui répondent aux normes et lorsque vous voyez également la grande mobilisation de ces populations, vous savez que c'est véritablement un grand soulagement. Et ce soulagement, il vaut pour les populations, il vaut aussi pour le gouvernement qui pourra réorienter les investissements qui étaient prévus ici à d'autres communes et à d'autres villages du Burkina Faso. En offrant à l'État ces 3 nouvelles classes de l'école primaire de Gombogo, en plus des 8 classes du lycée de Pelentanga, El Hadj Ouedraogo veut soutenir l'État dans sa politique de développement de l'éducation. Ce que j'ai suivi à mon enfance, je n'aimerais pas que cela arrive à nos enfants ni à nos arrière-petits-enfants. Parce qu'en tout début, nous avons été sous un arbre pour commencer à l'école. Pendant 2 ans, du CP1 au CP2, dans les années 80-81. Et en ce temps, chacun déposait devant lui des sables pour commencer à écrire. Pendant 2 ans, CP1, CP2. C'est en CE1 que je suis allé à l'école normale de Gourgou pour continuer mes études. Alors, vu que être humain, c'est être responsable, j'aimerais quand même prouver ma mission sur Terre, poser des actes que d'autres personnes aussi pourront étudier ici et pouvoir faire mieux que ce que j'ai fait. Cette action est saluée par le groupe Coris. Le groupe Coris, à travers son président, est très honoré d'être associé à cet événement qui est très important dans le cadre donc, de l'éducation et de la formation de nos enfants. Nous sommes très honorés et d'assister ce matin à la remise de cet édifice au gouvernement, composé d'une école primaire, d'un lycée et d'une piste rurale qui a été aménagée. Ces infrastructures sont estimées à plusieurs millions de francs CFA et le donateur n'attend pas de s'arrêter en si bon chemin. Au cours de la cérémonie, les meilleurs élèves ont été récompensés. En rappel, la société Socom Burkina intervient dans le secteur de l'agroalimentaire. Les enfants sont l'or du Burkina Faso. C'est un projet mis en œuvre par l'ONG Oxfam et ses partenaires. De la commune de Mégué en passant par Moctedo, Zungu et Boudri, les résultats de ce projet sont visibles sur le terrain. Plusieurs enfants de la province du Ganzourgou ont été motivés à quitter les sites d'orpaillage au profit des salles de classe. Constat terrain avec Justin Amonto. Éradiquer la présence d'enfants sur les sites d'orpaillage dans la région du plateau central. Un défi que l'ONG Oxfam et le ministère en charge de l'éducation nationale cherchent à relever à travers le projet « Les enfants sont l'or du Burkina Faso ». L'objectif est de favoriser le retour des enfants de 7 à 12 ans dans 25 écoles de la province du Ganzourgou. Donc Oxfam qui accompagne la politique du ministère de l'Éducation en matière de promotion de l'éducation se devait d'accompagner cette initiative du ministère en développant un certain nombre d'initiatives justement pour faire en sorte que les enfants qui sont sur les sites d'or puissent retourner à l'école et dissuader ceux qui ont envie d'aller sur les sites d'or de le faire. Quand on parle d'éducation, c'est avant tout le premier rôle, en tout cas de l'État d'abord, et avoir en tout cas des partenaires comme Oxfam qui viennent nous appuyer. Ça contribue en tout cas conséquemment au système éducatif dans notre province. De Mégué à Moctedo, en passant par Zungu et Boudri, l'impact du projet est visible. Dans les écoles, les enfants s'impliquent à travers des activités de sensibilisation au sein des gouvernements scolaires. Il y a le gouvernement scolaire qu'ils ont installé dans les écoles. Vraiment, ce gouvernement scolaire-là, nous, on voit son impact positif au niveau de notre enseignement. Selon l'un des présidents du gouvernement scolaire, ce projet de l'ONG Oxfam au Burkina Faso a un impact favorable. Grâce à Oxfam, mes camarades qui avaient abandonné l'école sont revenus. On avait enregistré au début de l'année 50 élèves qui sont partis, qui ont rejoint le site minier. Des sensibilisations, mais aussi des formations initiées par l'ONG et ses partenaires à l'endroit des parents d'élèves et des associations des pères éducatifs, APE, et des mères éducatives, AME.
Nous avons bénéficié de formations de la part d'Oxfam. Notre rôle consiste ensuite à échanger avec nos enfants afin qu'ils n'abandonnent pas l'école au profit de leur paillage. Les autorités et acteurs du milieu scolaire restent optimistes en ce qui concerne les défis à relever. La sensibilisation des leaders d'opinion, leur implication, et les parents, leur implication, les techniciens et même les orpailleurs qui sont sur les sites. On a mis en place des formateurs endogènes et des formatrices endogènes au niveau de chaque village, donc, qui ont été outillés pour pouvoir accompagner efficacement les élèves au niveau de l'école. Mise en œuvre depuis janvier 2018 par le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base, le projet Les enfants sont l'or du Burkina Faso prendra fin en décembre 2021. Un projet financé par l'ambassade royale du Danemark à travers le volet d'ANIDA à près de 820 millions de francs CFA. Ce sont des acteurs clés dans le maintien des élèves dans le système éducatif burkinabé. Les enseignants exercent parfois leur métier au péril de leur vie dans un contexte d'insécurité. Dans la région du centre-nord, la situation n'est pas reluisante, mais le corps enseignant reste debout en dépit de l'adversité. Un bravoure magnifié par les autorités de la localité à travers les 48 heures de l'enseignant. 15e du genre, c'est une initiative de la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle. Dans le BAM, ils font partie de ceux qui côtoient chaque jour la mort dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Presque chaque jour, des enseignants sont sommés de quitter des villages, d'autres même sont tués par des terroristes parce qu'ils dispensent des cours classiques aux enfants. Mais en dépit de toutes ces menaces, les acteurs pédagogiques tiennent le moral haut et poursuivent avec courage leur vocation au grand bonheur des élèves. Et ce, dans des conditions parfois précaires. Aujourd'hui, à l'occasion des 48 heures de l'enseignant du BAM, c'est tout le centre-nord qui leur rend hommage pour leur bravoure. Alors, à l'occasion, je voudrais d'abord rendre hommage à tous ces vaillants combattants de l'ignorance dans notre province et saluer la tenue de cette 15e édition des 48 heures de l'enseignant du BAM. Donc, nous nous réjouissons de la tenue effective de cette activité pour dire que nous leur rendons un vibrant hommage. Cette année, l'événement se tient sous le thème « L'école burkinabé aujourd'hui face aux crises sécuritaires, comment augmenter sa capacité de résilience ». Occasion pour les enseignants du primaire, du post-primaire et de l'éducation non formelle d'inviter les autorités à améliorer leurs conditions de vie et de travail. J'ai évoqué certains établissements qui sont sous abri précaire, des services déconcentrés internes ou externes, de l'éducation qui sont dans des bâtiments d'emprunt. Il manque de moyens roulants et leur entravant donc la bonne mission. Ils n'arrivent pas à bien tourner dans les écoles ou dans les circonscriptions pour pouvoir transmettre les missions de la politique éducative. Donc ce sont ces difficultés, en tout cas que nous avions aussi recensées, en plus celles sécuritaires. Face à ces difficultés, le premier responsable du BAM rassure. Le gouvernement fait de son mieux afin de permettre à tous les fonctionnaires de mener à bien et en toute sécurité leur mission. Notamment, il y a eu des efforts de la part du gouvernement pour la sécurisation, en tout cas, de différents espaces, de différentes écoles. Si des écoles, c'est trop, mais de différents ensembles de villages et de communes en termes de sécurisation, en termes de patrouille et en termes également de travail. Donc je pense qu'il y a un travail énorme qui se fait à l'ombre comme à la lumière de tout le monde. Voilà pour ça qu'en tout cas, on arrive à continuer toujours, en tout cas, les activités pédagogiques dans bon nombre des écoles. Tribune de partage et d'expérience, ces 48 heures de l'enseignant du BAM est aussi l'occasion pour ces acteurs pédagogiques de tisser des relations. Un reportage donc de Abdou Aziz Sarré sur les 48 heures de l'enseignant du BAM, une activité qui magnifie la bravoure des enseignants. Après le BAM, direction maintenant le Sourou, où la ville de Tougan a été la capitale de la lutte africaine le temps d'un week-end.
Des colosses de foi, des mastodontes sénégalais, nigériens, togolais, ivoiriens et burkinabés se sont jaugés dans l'arène du stade de Sangoulé Lamizana de Tougan. Le festival international de lutte africaine, chants et danses du Sourou était à sa 10e édition. Les temps forts de l'événement avec Luc Pacbelgen. Il y a eu de belles empoignades dans l'arène au stade Sangoulé Lamizana de Tougan ce week-end. Le Sénégal en démonstration de force au 10e Festival international de lutte africaine et des chants et danses du Sourou au Burkina Faso. Les colosses lutteurs sénégalais ont fait un sans faute à ce tournoi international regroupant des lutteurs burkinabés, ivoiriens, nigériens, togolais et sénégalais. Les 3 lutteurs de la Teranga sont venus à bout de tous leurs adversaires. Seuls les burkinabés ont opposé de la résistance. Ces derniers vont d'ailleurs se classer 2e sur 5. Sans surprise, le Sénégal était avec ses marabouts. Hassel en 86 kg, Ordinateur en 100 kg et Fireboy en 120 kg ont mis au sol la concurrence. Pourtant, le Niger avait du répondant avec Souley Maki, Abdou Kadri et Ousmane Hassan. Les Ivoiriens sont facilement valsés avant que les Togolais ne passent à la trappe des Sénégalais. Côté burkinabé, Karim Bazongo en 86 kg, Éloi Zerbo en 100 kg et Romari Kawane en 120 kg étaient les étalons. Face à la Côte d'Ivoire, le jeune Bazongo régale le public du stade Sangoulé Lamizana. Il est imité par Éloi Zerbo, puis Romari Kawane, qui assomme le lutteur le plus fair-play d'Afrique, Adama Tangara, toujours terrassé, mais à chaque fois présent. Burkina-Sénégal avait des allures de finale. Karim Bazongo résiste en premier, mais perd au point. Éloi Zerbo campe sur sa position face à Ordinateur, mais finit par céder. Romari Kawane perd également son combat. La 2e place, le Burkina l'a assurée face au Niger. Karim Bazongo avait sonné la révolte et Romari Kawane a mis au sol Ousmane Hassan. Sénégal-Niger a été remporté également par le Sénégal. Chaque fois à Sénégal, nous avons fait comme ça, chaque jour, j'ai fait comme ça. Les leaders, chaque fois, chaque semaine. Oui, parce que nous, les Sénégalais, bon, mon espoir national, c'est du lutte. Chaque jour, j'ai fait lutte comme ça. Oui, mais attends, après, tu vas venir quoi? Mais, non, c'est pas marabout, c'est les techniques, c'est pas marabout. Bien préparé pour venir les attaquer. On nous a appelé de nous préparer bien, on s'est préparé bien. Dieu aussi nous a aidés avec notre préparation, on était déjà, ça nous plaît. Prochainement, on va gagner première place là. Bon, on ne pense rien, hein. Bon, nous aussi on va se battre pour les pas. En compétition nationale, Éloi Zerbo dit le python, bat au point, Romari Kawane dit le buffle. Zambari dit le caterpillar termine 3e. En compétition provinciale, c'est Ferdinand Tony dit le tigre du Sourou qui s'impose et enlève le tricycle mis en jeu. Il est l'homme de la compétition au niveau provincial. Zambadi, meilleur lutteur national, et Karim Bazongo, meilleur international, pour avoir sonné la révolte. Très content de lui parce que c'est sa première compétition internationale. Et pour une première compétition internationale, n'a pas à avoir peur d'un pays comme le Niger et tracé. En fait, ça a été le tournant de la victoire du Burkina. Il a donné confiance à nos lutteurs en gagnant le premier combat. Et voilà pourquoi je suis vraiment très fier de ce jeune. Et en plus, c'est un jeune. Paris tenu pour cette 10e édition qui prouve, si besoin en est encore, qu'en pays sans, on est dans la lutte, on respire et on vit lutte. La lutte reste le premier sport qui nous appartient intrinsèquement, qui n'est pas importé. Alors, nous sommes fiers de voir aujourd'hui cette adhésion massive de toutes les populations qui viennent. Chaque fois qu'on parle de lutte, c'est une très grande mobilisation. Le Sénégal sera présent demain, il sera présent après-demain, il sera présent à chaque fois qu'appel lui sera fait et il raflera tout. De la marche et du cyclisme ont complété le sport à cette 10e édition du Festival international de lutte africaine, chants et danse du Sourou. Au palmarès, on retrouve le Sénégal 1er, le Burkina Faso 2e, le Niger 3e, le Togo 4e et la Côte d'Ivoire 5e.
Bravo donc aux lutteurs sénégalais. C'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. À vous qui nous suivez depuis Gaogo dans le Bazéga. Soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.